Bienvenue dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Nelson Wong, vice-président du Shanghai Center for RIMPAC and International Studies, président directeur général d'ASEAN Worldwide et membre du conseil d'administration de Recon Technologies. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci Glenn, c'est toujours un plaisir de participer à votre émission. Eh bien, je voulais discuter avec vous de la guerre économique que nous observons actuellement entre la Chine et les États-Unis. Car à mesure que l'économie chinoise continue de se développer à un rythme très impressionnant, il y a toujours eu deux théories concurrentes sur la manière dont cela affecterait les relations avec les États-Unis. La première est que la dépendance mutuelle augmenterait à mesure que les économies deviennent de plus en plus imbriquées, et que les déséquilibres commerciaux seraient alors gérés par la négociation et la diplomatie, en supposant que les deux parties s'intéressent au gain absolu, c'est-à-dire qu'elles bénéficient toutes deux des échanges. La théorie opposée est que si la Chine croît plus rapidement et que les États-Unis deviennent plus dépendants de la Chine, plutôt que l'inverse, les Américains commenceront à s'inquiéter de l'interdépendance asymétrique, du déséquilibre de cette dépendance, en somme, du fait que les États-Unis deviennent trop dépendants de la Chine. Ils s'inquiéteraient du déclin de leur compétitivité économique, de ne plus pouvoir rivaliser avec la Chine. Et alors ils favoriseraient un découplage plus brutal, voire une guerre commerciale, motivée par cette obsession du gain relatif, je suppose. Je me demandais, quelles sont vos perspectives à ce sujet? Est-ce selon vous la cause de la guerre économique, en ce qui concerne la manière dont les États-Unis agissent? Parce qu'on pourrait s'attendre, face aux déséquilibres commerciaux, à des négociations et à de la diplomatie, mais on n'en voit pas beaucoup. Ce ne sont que des menaces, des ultimatums, de l'intimidation. Comment interprétez-vous cela? Eh bien, merci Glenn. Beaucoup de questions, mais elles relèvent toutes du même thème. Permettez-moi de le dire ainsi. Je pense que l'affrontement entre la Chine et les États-Unis est inévitable, et c'est quelque chose que nous devons admettre. En ce qui concerne l'affrontement en cours, appelons-le la guerre commerciale de Trump ou la guerre des tarifs. Oui, cela revient. Il y a des signes évidents. Trump a annoncé qu'il allait probablement imposer une nouvelle taxe de 100% en plus de ce qui existe déjà sur la Chine. Mais le fait est que, d'un côté, l'affrontement entre les deux pays est inévitable parce que les États-Unis craignent fortement que la Chine ne prenne leur place. Maintenant, c'est une sorte de maladie mentale, je dirais, de la part des États-Unis, car la Chine a répété à maintes reprises, non seulement au cours de l'année écoulée, mais aussi au cours de la dernière décennie environ, qu'elle ne cherche jamais à remplacer qui que ce soit. China never seeks to replace anyone because we come from a totally different culture. Parce que nous venons d'une culture et d'une civilisation totalement différentes, nous ne voyons pas les choses en noir et blanc. Nous ne sommes pas intéressés par le colonialisme et n'avons aucune expérience en la matière. Notre essor, le nouvel essor de la Chine, l'essor économique ou l'importance croissante de la position du pays dans le contexte mondial est totalement différent de celui des pays occidentaux. En réalité, les États-Unis ou d'autres pays européens ne devraient pas craindre la montée en puissance de la Chine. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre d'un point de vue occidental, car les gens des pays occidentaux viennent d'un autre contexte. Ils ont une histoire différente. Ainsi, pour eux, la logique est que mon ascension signifie ton déclin. C'est un sujet plus philosophique à débattre. Mais en ce qui concerne la guerre en cours, je pense que la Chine, comme je l'ai écrit dans l'un de mes récents articles, a eu 10 ans pour se préparer à ce jour. Donc, quand les gens disent « Eh bien, la Chine semble plus calme, plus résolue, plus déterminée à faire face aux tarifs des États-Unis »,
Oui, c'est vrai. Et c'est uniquement parce que la Chine est pleinement préparée. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise ou qu'on décide du jour au lendemain. Le pays se prépare à ce moment depuis longtemps, car nous savons, et je pense que le gouvernement chinois en est pleinement conscient, ce que le gouvernement américain a fait au cours de la dernière décennie, voire des 2 dernières. Et c'est pourquoi, d'un autre côté, la dépendance vis-à-vis des exportations chinoises vers les États-Unis a été réduite. En avril, lorsque Trump a lancé sa guerre tarifaire, les exportations de la Chine vers les États-Unis représentaient déjà environ 15% du total des exportations chinoises. Mais à l'heure où nous parlons, elles sont déjà passées en dessous de 10%. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense qu'il se situe autour de 8%. Cela signifie donc qu'un découplage complet n'affecterait pas l'économie chinoise dans son ensemble. Ce ne serait pas la fin du monde. Mais ce n'est pas ce que la Chine recherche. C'est une question de préparation qu'un pays de l'envergure de la Chine doit avoir. Et cela montre que la gouvernance du pays devient plus sophistiquée. D'un côté, la Chine poursuit son dialogue avec son homologue américain afin de parvenir à un consensus, à un certain équilibre dans les échanges commerciaux. Il est absolument impossible d'avoir un équilibre commercial parfait entre 2 pays, entre n'importe quels 2 pays. C'est pourquoi, lorsque Trump a déclaré qu'il allait ramener la balance commerciale à un autre niveau, cela n'avait pas vraiment de sens sur le plan économique, car la croissance de l'économie américaine, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, ne repose pas sur l'équilibre commercial. C'est pour cette raison que la Chine négocie avec les États-Unis afin de tenter de parvenir à un accord, car les économies des 2 pays sont étroitement imbriquées. Mais elles peuvent être découplées, et c'est là l'essentiel. Donc, pour être assis sur une base solide et rester calme et confiant à la table des négociations, il faut être bien préparé. Et c'est pourquoi je pense, Trump devrait le savoir aussi, puisqu'il est homme d'affaires, non? Avant de s'asseoir à la table des négociations, il faut avoir des plans de secours. Il faut être prêt au pire scénario. Il ne s'agit pas de moi en train de te bluffer ou toi en train de me bluffer. Non. Ce que la Chine a démontré au cours du dernier semestre, je dirais, est assez impressionnant. Cela montre que le pays est bien préparé et confiant dans la gestion de ses relations avec les États-Unis. Ce n'est pas que la Chine cherche à entrer en conflit avec les États-Unis. Voilà, c'est mon résumé général. Eh bien, vous avez mentionné les préparatifs. J'imagine que ça peut prendre la forme d'une recherche d'une plus grande autonomie stratégique ou d'une diversification des partenariats, ainsi que des chaînes d'approvisionnement, de l'accès aux ressources et des technologies. Oui, les corridors commerciaux physiques, les banques, les monnaies, en somme, toute l'activité économique. Mais quelles sont les principales mesures que les États-Unis ont prises contre la Chine dans ces domaines? Je pense que les États-Unis ont été assez, si l'on regarde les choses en surface, ça semble assez improvisé. Mais en réalité, ce qu'ils essaient de faire, c'est de sauver l'économie américaine, de la remettre sur les rails. Elle n'est pas en bon état. Et soyons honnêtes, elle n'est pas en bon état. Ils essayent donc de réduire la dépendance du pays aux importations pour tout. Mais c'est ainsi que les États-Unis ont connu leur croissance au cours des, disons, 80 dernières années, voire plus. Et vous voulez que toute la production manufacturière revienne aux États-Unis. Je ne dirais pas que c'est impossible. Tout est possible. Mais cela prend du temps. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Mais alors, que va-t-il se passer entre-temps? Vous voulez donc rapatrier la production manufacturière dans votre propre pays.
What about the cost of the production? Et qu'en est-il du coût de production? Tout cela va à l'encontre de ce que nous connaissions autrefois. La mondialisation, la soi-disant mondialisation. Mais bon, si un pays comme les États-Unis change complètement les règles du jeu, je pense qu'en raison de la taille de son économie, s'il décide de faire quelque chose ou de modifier les règles, le reste du monde devra s'adapter entièrement. On ne peut pas ignorer ce que les États-Unis essayent de faire, il faut l'admettre. Donc oui, ils essayent d'être moins dépendants de la Chine, et c'est un fait. Je pense que non seulement les autres pays, mais aussi la Chine elle-même comprennent parfaitement que nous ne reviendrons pas à l'époque d'avant, que nous ne pouvons plus compter sur les exportations vers le marché américain. C'est pourquoi la Chine diversifie et a déjà commencé à diversifier ses marchés. C'est pour cette raison que lorsque j'ai dit que la dépendance des exportations vers les États-Unis avait été réduite à moins de 10% aujourd'hui, cela signifie que le pays a pris des mesures très efficaces. Ainsi, en ce qui concerne les États-Unis, qui continuent de tenter de faire pression sur la Chine, d'un côté, ils veulent vendre leurs fèves à la Chine. Leurs agriculteurs se plaignent. J'ai lu dans les journaux que les agriculteurs américains viennent d'envoyer une nouvelle longue lettre de plainte ou d'appel au gouvernement américain à la Maison-Blanche pour demander à la Maison-Blanche de trouver un moyen de les aider. Parce que si la Chine cesse d'acheter, à qui vont-ils vendre? Ce n'est pas seulement un petit conteneur ou une centaine de conteneurs. Nous parlons d'une quantité énorme d'exportation. C'est, je pense, ce que signifie réellement un grand marché pour un autre pays. Voilà pour un aspect. Mais d'un autre côté, la Chine a également adopté une position très ferme avec ses contrôles à l'exportation sur les terres rares, ce qui met évidemment les États-Unis très en colère. Cela montre en réalité qu'il s'agit d'une démarche très calculée de la part de la Chine, car elle comprend parfaitement ce dont les États-Unis ont réellement besoin. C'est donc un bon atout de négociation que le gouvernement chinois possède pour tenter de faire pression sur les États-Unis, ou du moins calmer la Maison-Blanche. Oui, les domaines que l'on choisit d'utiliser comme levier dans une guerre commerciale ou économique comptent vraiment. C'est l'une des choses qui m'ont un peu frustré ici en Europe, parce que lorsqu'ils ont voulu s'en prendre à l'économie russe, ils ont dit « Oh, sanctionnons l'énergie ». Mais cela n'avait pas de sens, car les Russes pouvaient diversifier leurs exportations, alors que l'Europe ne pouvait pas diversifier ses importations. Cela a donc fini, très prévisiblement, par nuire davantage à l'Europe. Mais quand on a vu les Russes riposter, ils ont visé des industries stratégiques, des domaines où ils savaient qu'ils avaient la capacité de se renforcer. Ainsi, l'agriculture, la construction de machines, tous ces secteurs, ils ont veillé à y investir correctement, car ils avaient déjà pour objectif de développer une autonomie stratégique. Ils avaient un plan. Mais encore une fois, il est important d'avoir une sorte de plan quand on se lance là-dedans. Je veux dire, pour les États-Unis par exemple, reconstruire leur industrie navale semble être une chose sensée à faire. Les tarifs douaniers, vous savez, ne peuvent pas simplement être utilisés comme une punition. Ainsi, Trump menace l'Espagne de tarifs parce qu'elle ne dépense pas assez pour l'armée. Ce n'est pas ainsi que les tarifs devraient être utilisés. Mais vous avez abordé quelque chose de très intéressant, les terres rares, car c'est ainsi que, bien sûr, la Chine réagit maintenant. Et il y a en ce moment une certaine indignation aux États-Unis. Comment la Chine ose-t-elle faire ce que nous faisons, n'est-ce pas? Oui, utiliser des outils économiques pour riposter. Mais les terres rares, eh bien, on peut tous dire que la Chine se débarrasse des bons du Trésor américain. Mais cela pourrait aussi être
Je ne sais pas si c'est parce qu'ils craignent la saisie ou le vol des avoirs russes. Mais pour ce qui est des terres rares, à quel point est-ce important? Parce qu'elles jouent un rôle clé à la fois dans le développement militaire et dans la production industrielle. Et la Chine a presque une position dominante, un monopole, n'est-ce pas, en matière d'extraction et de raffinage. Quelle est l'importance de cela? Parce qu'il semble que Trump aurait dû le prévoir, mais pour une raison quelconque. Okay, yes, it's a very good topic actually. I'm not D'accord, an oui, expert in c'est un très bon sujet en fait. Je ne suis pas un expert dans ce domaine particulier, mais j'ai fait quelques recherches et une première étude à ce sujet. Not everybody knows. En réalité, tout le monde ne sait pas que le plan de la Chine, China's plan le plan initial visant à étudier les terres rares et à mener ce type de planification stratégique, a commencé dans les années 1950. La Chine s'est rendue compte, et tous les scientifiques s'en sont rendus compte, de l'importance stratégique réelle des terres rares. Mais il ne s'agit pas des terres rares en elles-mêmes, car terre rare n'est qu'un terme général. Il désigne en réalité 17 ou 18 éléments clés. Mais c'est surtout une question de traitement. Une question de traitement. But it's a matter of processing. It's a matter of processing. And that takes a lot of time to develop. Et cela demande beaucoup de temps à développer sur le plan technologique. La Chine maîtrise donc en réalité toute la technologie d'extraction et de traitement des terres rares. Le produit transformé est utilisé dans presque toutes les industries sensibles et importantes, non seulement dans les armes, l'armement, l'exploration spatiale, les missiles et les armes lourdes, mais aussi dans les puces électroniques. L'application des terres rares est aujourd'hui si vaste que si vous n'en disposez pas, excusez-moi, si vous n'avez pas cette capacité, cela sera préjudiciable. Ce sera préjudiciable. Ainsi, à l'heure actuelle, la Chine contrôle, oui, une part dominante, en réalité, environ 80 à 90% des terres rares traitées. Of the processed rare earth. And in terms of reserve and deposits, China Et en ce qui concerne les réserves et les dépôts, la Chine détient environ 30% du total mondial. Donc oui, nous avons déjà vu le gouvernement américain conclure des accords avec le Pakistan et avec d'autres pays d'Asie de l'Ouest et d'Afrique. Ils essayent, vous savez, de commencer l'excavation. Mais c'est que le début. Les experts affirment qu'il faudra au moins 8 à 10 ans pour pouvoir traiter de manière réaliste les terres rares si l'on ne dispose pas de la technologie. Et c'est quelque chose sur lequel la Chine exerce désormais un contrôle total. Et bien sûr, nous voyons de nouvelles réglementations du gouvernement chinois interdisant l'exportation de la technologie et également du produit. L'exportation du produit est désormais entièrement contrôlée. The export of the product is now under total control. Il semble en effet que les Européens soient eux aussi entraînés dans cette guerre économique, surtout au cours des derniers jours. Nous avons d'abord vu les Néerlandais prendre le contrôle de Nexperia, le fabricant de puces situé aux Pays-Bas, mais appartenant à des intérêts chinois. Et aujourd'hui, certains journaux ont publié des documents révélant que cette décision n'était pas entièrement souveraine. Mais je suppose qu'il ne faut pas être trop surpris qu'elle ait été prise sous la pression des responsables américains. En gros, si vous voulez exporter et commercer avec les États-Unis, vous ne pouvez pas. Donc, oui, ils ont essentiellement pris le contrôle de cette entreprise. Mais quelle est la portée de cette décision? Pensez-vous que les Européens soient entraînés dans la guerre économique entre les Américains et les Chinois? Where I think the Europeans should not. Eh bien, je pense que les Européens ne devraient pas se laisser entraîner dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nous parlons d'autonomie européenne depuis des années en réalité. Et cette fois, je crois que l'Europe a vraiment pris conscience qu'elle ne devrait plus dépendre des États-Unis, non seulement en matière de défense, mais aussi de politique étrangère. Ainsi, en ce qui concerne les relations commerciales avec la Chine,
Mais je pense qu'il existe de nombreuses raisons pour que la Chine et l'Europe continuent d'être de bons partenaires commerciaux, car nos deux parties n'ont pas vraiment de grands conflits géopolitiques. Donc pour revenir à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, je ne pense pas que cela va exploser au final, car cela n'a tout simplement pas de sens. Cela n'a pas de sens. Vous savez, oui, il arrive que des décisions soient prises sous le coup de l'émotion de temps en temps, mais tôt ou tard, les gens finissent toujours par revenir à la raison. Donc oui, les délégations chinoises et américaines se sont déjà rencontrées 3 ou 4 fois, et le délai de 90 jours semble être la norme. Alors maintenant que cela devienne une saisie permanente, ou de facto permanente, ou simplement une pause permanente, c'est quelque chose qu'il faudra attendre pour voir. Mais au fond de moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la situation vers laquelle on se dirige. D'un côté, oui, on voit ces deux pays s'affronter ouvertement, mais une rupture totale n'a pas de sens. Il faut revenir à la logique. Je pense que d'une manière ou d'une autre, le pragmatisme devra entrer en jeu et nous devons trouver une issue, car cela ne profite à personne. Même si la Chine est bien préparée, stratégiquement préparée, à être totalement découplée des États-Unis, pourquoi la Chine ferait-elle cela? Il est toujours bon d'avoir les États-Unis comme partenaire commercial. Donc je pense que la situation finira par se calmer. Les deux parties finiront, vous savez, par se stabiliser. Oui, eh bien, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'automutilation en ce moment. Je pense qu'une partie de la cause vient du passage à un système multipolaire, car à mesure que le monde devient plus multipolaire, les Européens reconnaissent qu'ils ne sont plus le centre du monde. Et les Américains, eux, disposent de relativement peu de ressources et ont des priorités très différentes. Donc ils veulent se tourner davantage vers l'Asie, par exemple. L'inquiétude en Europe, c'est que les relations avec les États-Unis pourraient se fragiliser, puisque les États-Unis se préparent à accorder moins de priorité à l'Europe, ce que l'Europe dit d'ailleurs très ouvertement. Ainsi, beaucoup de nos responsables politiques semblent partir du principe que si nous faisons simplement ce que les Américains nous disent, si nous faisons preuve de suffisamment de loyauté ou d'obéissance, alors nous gagnerons l'affection de Washington et serons récompensés. Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est nous couper d'importants partenaires commerciaux comme la Chine. Et ce faisant, nous devenons excessivement dépendants des États-Unis. Dans cette relation, où les États-Unis disposent de plus d'options et détiennent toutes les cartes, ils peuvent exiger n'importe quoi des Européens. Nous finissons donc par être traités encore plus mal à mesure que nous nous éloignons des autres centres de pouvoir. Mais il ne semble pas encore que les politiciens aient fait le lien. Je voulais vous interroger sur l'accusation ou la préoccupation qui vient souvent de Washington. Vous avez évoqué plus tôt que la Chine pense différemment de ses homologues occidentaux. Mais la crainte à Washington est souvent que la Chine devienne une autre Amérique, qu'elle cherche à imposer des solutions hégémoniques dans le monde. Alors encore une fois, que devons-nous attendre de l'ascension de la Chine et de sa diplomatie économique? C'est un sujet très clivant. Pour certains, il y a des penseurs comme John Mearsheimer qui supposent que la Chine ne fera que se calquer sur les États-Unis avec le même type d'ambition impérialiste et hégémonique. Et puis, il y a le point de vue opposé, souvent représenté par des personnes comme Jeffrey Sachs, qui soutient que la Chine est fondamentalement un acteur très différent de l'Occident. On peut observer, par exemple, l'expérience occidentale à partir du XVIe siècle. Nous avons créé nos empires commerciaux portuaires de manière délibérée en écartant d'autres alternatives afin d'assurer un rôle plus hégémonique et dominant.
Cela s'est ensuite transformé en colonialisme et en empire. Même aujourd'hui, nous voyons les États-Unis chercher à dominer les corridors maritimes et les points d'étranglement. C'est donc en quelque sorte le même modèle de domination et d'hégémonie. Je me demandais cependant ce que vous en pensiez. Que devons-nous attendre? Non pas d'un hégémon chinois, mais de la Chine, à mesure qu'elle devient de plus en plus prospère et qu'elle assume un rôle de plus en plus important dans ces domaines économiques clés. C'est une très bonne question, en fait. J'ai suivi vos entretiens avec John Mearsheimer et parfois aussi avec Jeffrey Sachs, et je connais bien les points de vue respectifs de ces deux universitaires. Entre les deux, je dirais que je me range plutôt du côté de Jeffrey Sachs en ce qui concerne l'ascension de la Chine, à savoir que la Chine ne va pas constituer une menace. Maintenant, sur ce sujet précis, je pense que tout est une question de perception. La perception, c'est la réalité. Car si votre esprit est rempli uniquement de ce type d'histoire, où une superpuissance en remplace une autre, comme sur un manège, alors bien sûr, votre vision sera que la Chine est la puissance montante et qu'elle finira tôt ou tard par dépasser les États-Unis en termes de PIB, pour ensuite devenir la prochaine Amérique. Mais non, ce n'est en réalité pas le cas. Vous oubliez la diversité historique et culturelle du monde entier. Depuis les 500 dernières années, le monde a été dominé par la culture occidentale. L'Occident a été la force motrice du développement mondial. Mais avec la montée de la Chine, nos racines sont totalement différentes. Ce en quoi nous croyons est totalement différent de ce que croit l'Occident, vous savez. Je cite souvent un vieux dicton chinois que j'aime beaucoup, attribué à Confucius. Un vrai gentleman cherche à s'entendre avec les autres, même s'il n'est pas forcément d'accord avec eux. C'est quelque chose de profondément ancré dans l'esprit des Asiatiques, sinon des seuls Chinois. Nous n'aimons pas les idées ou les expressions du type « tu es avec moi ou contre moi ». Ce en quoi nous croyons, c'est que nous pouvons faire des affaires même si nous ne sommes pas d'accord sur tout. Cela ne nous empêche pas de collaborer ou de conclure un accord ensemble. Ainsi, lorsque vous comprenez qu'il existe une telle différence de culture, vous comprenez aussi pourquoi la Chine ne cesse de dire qu'elle ne veut pas et ne voudra pas devenir un autre États-Unis. Il y a une autre conviction que nous partageons. Si vous n'aimez pas la façon dont on vous traite, alors ne traitez pas les autres de la même manière. Cela fait partie de notre culture. C'est pourquoi nous utilisons sans cesse des idiomes et des proverbes. C'est dans le sang. C'est ce en quoi nous croyons. Et ce n'est pas seulement compétition, compétition, compétition. Ma victoire doit être ta défaite. Ce n'est pas comme le marché boursier. C'est bien plus complexe que cela. Beaucoup plus complexe dans la politique mondiale, dans l'économie mondiale. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc, en un sens, vous avez souligné que, oui, les Européens ont été, vous savez, des passagers clandestins sous la protection des États-Unis. Et puis tout à coup, il semble que le grand frère va être occupé à autre chose et que vous allez vous retrouver seul à devoir vous occuper de votre propre arrière-cour. Alors oui, le changement est la seule chose qui ne change jamais. Faisons face à la réalité. Personnellement, je pense que l'Europe va être et restera une force importante, à la fois politiquement et économiquement à l'échelle mondiale, en plus d'être la meilleure destination pour le tourisme mondial, n'est-ce pas? Avec votre histoire, avec votre culture glorieuse, je veux dire, l'Europe va certainement attirer des gens du monde entier à venir la visiter. Bien sûr, vous ne souhaitez peut-être pas que tout le monde reste en Europe, mais je ne pense pas que quiconque veuille que des visiteurs restent chez lui pour toujours. Mais cela ne vous empêche pas d'accueillir des touristes, d'accueillir des visiteurs. Restons donc optimistes.
La Chine restera la Chine. Personne ne peut changer la Chine. Lorsque les États-Unis ont commencé à établir des relations diplomatiques avec la Chine pour contenir, disons, l'Union soviétique à la fin des années 1970, oui, la politique d'engagement en réalité était adoptée dans l'espoir de changer la Chine. Parce que c'est bien là le problème. Je pense que le gouvernement américain ou leurs élites y croient tous que tout le monde veut leur ressembler. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens voudront toujours rester eux-mêmes. Il y a des personnes qui veulent prétendre être quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Donc, les Chinois resteront toujours des Chinois. On ne peut pas changer cela. Les Chinois ne veulent pas se mal avec les Américains. Et de tout ce fait pour rester du temps que je peux tenir pour acquis que la Chine voudrait venir en USA. Non. Eh bien, nous avons une expression similaire d'ailleurs. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Cela vient aussi du Nouveau Testament, de l'Évangile selon Luc. Nous devrions la relire, c'est une parole importante. Mais ce que tu as mentionné est intéressant, car on a souvent l'impression que des concepts comme l'harmonie, qui reviennent souvent dans la pensée chinoise, sont assez différents de ce qui s'est développé en Occident. Quand on parle d'harmonie en Europe, on pense souvent, eh bien, par exemple, à l'intégration européenne. On pense à la conformité, à la similitude. Oui, donc, c'est un très bon point. C'est un très bon point, Keter to souhait. Mais l'idée chinoise d'harmonie semble plutôt concerner la manière dont les différences peuvent coexister. Cela ne signifie pas les éliminer. Et je suppose que c'est aussi ce qui est intéressant dans la notion chinoise de partenariat civilisationnel. L'accent mis sur le maintien de la diversité des civilisations, étant donné qu'il doit exister différentes voies de développement. Cela tend à contraster avec l'approche universaliste américaine, où l'on s'attend à ce que les autres suivent son exemple. Mais étant donné que les États-Unis imposent davantage de conditions au reste du monde et agissent de manière plus coercitive, il y a même ce mème sur Internet affirmant que la Chine aurait un plan diabolique consistant simplement à s'asseoir et à se détendre pendant que les États-Unis détruisent leur propre empire. On a effectivement l'impression que de nombreux pays se tournent désormais vers la Chine comme partenaire alternatif. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts, puisque tout cela est en grande partie une réaction au comportement de plus en plus coercitif des États-Unis. Voyez-vous une restructuration du Sud global s'organisant non pas nécessairement autour de la Chine, mais à travers de nouvelles institutions telles que les BRICS ou l'OCS, où la Chine joue un rôle clé. Eh bien, je vois cela comme le résultat du développement historique naturel de l'humanité. Ce n'est pas simplement parce que la Chine est aujourd'hui économiquement plus puissante que les gens se tournent vers elle. Non, je ne crois pas que ce soit la seule raison. Vous avez eu raison de souligner que de nombreux pays se tournent vers la Chine ou se rapprochent d'elle en raison des pressions qu'ils ont subies de la part des États-Unis. Oui, les décisions venant de la Maison-Blanche donnent effectivement l'impression d'une certaine panique. Les Américains semblent assez désespérés et très inquiets de perdre leur contrôle sur le monde, contrôle qu'ils n'auraient jamais dû croire posséder. De plus, lorsque vous avez mentionné l'harmonie chinoise, le mot « harmonie » signifie en réalité quelque chose de différent de ce que les États-Unis ou l'Occident ont toujours cru. Et je pense que c'est un très bon point en réalité. Il s'agit de coexistence. Même des organisations comme les BRICS, oui, elles représentent le Sud global sur le plan politique. Mais si l'on regarde les 4 ou 5 pays qui ont fondé cette organisation, l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil,
Ils viennent tous de différentes régions du monde, avec des parcours historiques, des religions, des systèmes politiques et sociaux différents. Alors, pourquoi ces 5 pays se sont-ils réunis? Et maintenant, les BRICS ont attiré beaucoup d'autres pays à les rejoindre. Pourquoi cela? Je dis toujours à mes amis occidentaux qu'il faut y réfléchir, se demander pourquoi cela se produit. Parce que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont ils ont été traités, ni du fait que le monde soit manipulé par une seule voix. Ainsi, la diversité et la coexistence sont, selon moi, des notions qui deviendront les mots-clés d'aujourd'hui et de demain. Car on ne peut pas s'attendre à ce que le monde reste figé. Les États-Unis se sont longtemps tenus au sommet de la pyramide, dirigeant et décidant de ce que le reste du monde devait faire. C'est ainsi que la mondialisation est apparue dans le monde des affaires. Je contrôle la technologie, je suis au sommet, et c'est une pyramide. Vous allez faire les tournevis, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Tout repose sur l'idée que rien ne changera. Mais nous ne parlons pas d'une seule classe ou d'une seule entreprise. Nous parlons de sociétés humaines, et chaque pays a le droit de se rendre grand ou de redevenir grand. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de concurrence, mais aussi de coopération. C'est à la fois coopération et concurrence. Donc, je pense que oui, des organisations comme les BRICS gagnent en visibilité. De plus en plus de gens se rendent compte que les pays du Sud global ne doivent pas être négligés. Et oui, il existe des chiffres montrant que l'économie des BRICS, en termes de taille, est déjà plus importante que celle du G7. Mais ce n'est pas cela, à lui seul, qui compte. Ce qui importe, c'est le potentiel, la trajectoire, la tendance vers laquelle le monde évolue. Et si vous ne saisissez pas cette tendance, vous allez vous retrouver du mauvais côté de l'histoire. Et ce sera regrettable. Eh bien, cela m'amène parfaitement à ma dernière question. Quelle est, selon vous, la principale tendance que vous observez actuellement dans le développement de la Chine? Non pas technologique, mais économique. Parce que chaque fois que nous parlons de l'essor de la Chine, il s'agit d'une Chine très différente dont nous parlons. Je veux dire la Chine des années 1980, 1990, 2000, et même celle d'aujourd'hui. La Chine d'aujourd'hui est très différente de celle d'il y a 10 ans, en termes de modèle économique, de priorités et de défis. Alors selon vous, quelle serait une bonne manière d'appréhender la tendance actuelle? Vers où se dirige l'économie chinoise? S'agit-il principalement de diversifier ses partenaires commerciaux, de la robotique? Autrement dit, que devrions-nous observer? Eh bien, en tant que pays, la Chine continue de se développer pour devenir plus prospère, afin de permettre à son peuple de mener une vie meilleure. C'est certain. C'est la vision et c'est l'objectif. Mais vous avez eu raison de souligner que la Chine d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 10 ans. Oui, tous les 10 ans, il y a un grand changement, car la Chine d'aujourd'hui ne se contente plus d'être l'usine du monde. Ce n'est plus le cas. La Chine cherche à devenir un leader ou un partenaire de premier plan dans la science et le développement, car la future compétition entre grandes puissances se jouera dans la science et la technologie. C'est ce qui, en principe, fait avancer l'économie d'un pays. Il y a donc l'intelligence artificielle qu'on ne peut pas ignorer. C'est l'intelligence artificielle qui est désormais appliquée à presque tous les aspects de notre vie. C'est ainsi que la Chine ne cesse de se réinventer. Elle se réinvente sans arrêt. Elle n'est jamais satisfaite d'être étiquetée comme quelque chose de figé, le plus grand fabricant ou le plus grand constructeur naval, n'est-ce pas? Vous pouvez être le plus grand constructeur naval aujourd'hui, mais cela ne sera peut-être plus le cas demain ou dans 10 ans. Il y a 10 ans, la Chine n'était pas le plus grand constructeur naval. Les choses changent donc,
Oui, aujourd'hui, les terres rares sont si précieuses que les gens sont presque prêts à se faire la guerre pour elles. Mais en sera-t-il de même dans 10 ans? Ce sont le genre de questions que nous, Chinois, nous posons toujours, nous demandant sans cesse quelle est la prochaine étape, quel sera l'avenir. Always ask ourselves, what is next? What will be the future? What will be the future? So only by Quel sera l'avenir? Ce n'est qu'en adoptant ce type de mentalité que l'on peut faire avancer le pays et développer la nation. Donc pour répondre à votre question, je ne pense pas que nous puissions donner une réponse simple et directe. La Chine continuera à s'efforcer d'être un leader économique mondial, mais non pas en manipulant les autres, plutôt en collaborant avec eux. Je pense que la situation idéale serait que la Chine soit un pays en constante réinvention. Voilà la vision. Nous ne voulons pas être un monopole en tout. Nous ne voulons certainement pas devenir une puissance hégémonique, car nous avons été victimes du contrôle hégémonique. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas devenir ce que nous détestons. Et il semble aussi qu'il y ait une incitation stratégique à l'éviter. Eh bien, compte tenu des réalités des autres puissances entourant le système. Par exemple, la Russie aujourd'hui, qui est devenue, je pense, le partenaire le plus important de la Chine. Elle est très enthousiaste à l'égard du leadership chinois dans un monde multipolaire qui la pousse en avant. Mais oui, elle lui tournerait probablement le dos si elle sentait qu'il y avait des velléités hégémoniques. Donc, je pense que c'est précisément l'idée que la Chine n'est pas une puissance hégémonique qui rend ses voisins beaucoup plus à l'aise face à son ascension. Ainsi, au lieu de s'unir pour contrebalancer la Chine, on les voit encourager son essor. Je pense qu'une grande partie de cela s'explique justement par l'absence de cet élan hégémonique. Nam. Quoi qu'il en soit, je vous ai déjà pris assez de temps. Je sais que vous êtes au Vietnam pour un voyage d'affaires, alors je vous remercie d'avoir pris le temps et j'espère pouvoir vous reparler bientôt. Merci, Glenn. C'est toujours un prayer avec vous.